Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous parler aussi des musées de Puy, mais cette fois du côté archéologie des musées de Puy. Je vais vous parler d'un jeu vidéo en réalité virtuelle qu'on est en train de développer au sein des musées de Puy, au sein de l'Archéolab, et qui, vous allez le voir, pour lequel on a repris un petit peu les enseignements qu'on a pu acquérir, notamment à travers l'expérience de Ramu. Mais avant de vous présenter ce jeu plus en détail, j'aimerais vous parler un petit peu de l'historique numérique de l'Archéolab. L'Archéolab, c'est un musée d'archéologie autour d'une villa romaine qui a été découverte à Puy et qui a été transformée en musée dans les années 70, 74, et puis qui est également destiné au jeune public depuis environ 10 ans. Donc véritablement, l'idée c'est de faire découvrir l'archéologie aux jeunes publics, l'archéologie, ses méthodes, ses contenus, et donc on est beaucoup dans l'interactivité. L'historique de médiation numérique, je dirais, pour l'Archéolab, c'est les visites virtuelles notamment, des visites virtuelles qu'on a développées à partir de 2019, donc juste avant la période de Covid. On a débuté avec cette exposition que vous voyez ici, Construire malin, construire romain, sur la construction à l'époque romaine. Et c'est des visites virtuelles qui nous ont permis de notamment augmenter l'accessibilité au contenu pour des personnes qui ne pouvaient pas se rendre au musée ou pour des périodes où le musée était fermé à cause du Covid, qui nous ont permis aussi d'avoir accès à un certain archivage, à une forme d'archivage de ce que le musée proposait, mais également qui était un outil de communication qui permettait aussi de faire un peu de publicité, de montrer un petit peu que le musée restait vivant pendant ces périodes de Covid où on a vu, là j'ai mis les chiffres de l'OFS qui ont peut-être déjà été présentés hier, on a vu qu'il y a une augmentation assez conséquente des visites virtuelles notamment, mais de tous les outils numériques pendant cette période-là. En l'occurrence, vous voyez les visites virtuelles à plus 8%. En revanche, de cette expérience, on a tiré quand même quelques leçons, notamment le fait que l'expérience de visite, en tout cas dans notre cas, était largement entamée par cette modalité de contenu, parce que on est dans un cadre où on souhaite vraiment favoriser l'interactivité. Dans le cadre de l'Archéolab, on est vraiment aussi, et comme peut-être c'était le cas aussi pour l'espace des inventions, dans l'idée d'une interactivité pas nécessairement numérique, plutôt justement qui part d'une interactivité low-tech avec une possibilité de manipulation des objets notamment, et donc qui est évidemment impossible dans ce cadre-là. Par ailleurs, on cherche aussi à pratiquer une forme de médiation qui est de l'ordre de la co-construction, qui est de l'ordre de la participation aussi des visiteurs, des jeunes visiteurs en l'occurrence, qui est rendue un petit peu délicate dans ce cadre-là. Et puis la question de la durabilité, de la pérennité du contenu, évidemment, on a parlé d'obsolescence programmée pour ces outils-là. C'est clair que ça devient difficile de pérenniser ce type de contenu sur le long terme, notamment après que l'effet Covid retombe un petit peu. Donc en fait, je dirais que c'était plus un projet de communication qu'un projet de médiation en l'occurrence, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, comme l'a dit aussi Stéphanie tout à l'heure, mais enfin, il faut simplement le définir. Ces projets-là, ce projet de visite virtuelle nous a fait nous reposer la question des fondamentaux de la médiation, des principes qu'on applique au développement de nos outils de médiation, que sont les ateliers, des visites guidées qui peuvent être de différents ordres, et qui sont, donc j'ai listé une certaine quantité ici. Notamment, j'ai déjà parlé de l'accessibilité à travers l'intégration des publics, mais aussi la question de l'inclusion. Donc, les musées de Puy sont signataires de la charte de culture inclusive depuis 2019 déjà. Donc, il y a vraiment cette volonté aussi d'inclure des publics, en l'occurrence à troubles autistiques, pour l'Archéolab. La question de la primauté du contenu scientifique, donc on ne veut pas tomber dans le divertissement par rapport à ces outils de médiation qui sont proposés, on veut vraiment mettre en avant le contenu évidemment. Une volonté d'implication active de la part des visiteurs, avec donc une participation, une co-construction, je l'ai déjà dit. La volonté de pérenniser les projets, de ne pas construire des projets qui soient trop vite obsolètes, mais de pouvoir peut-être les faire évoluer, en tout cas les porter sur un plus long terme que quelques mois, voire quelques années. Et puis l'idée que
les outils de médiation qui sont développés au sein de l'Archéolab sont aussi un reflet de l'image du musée et de ses valeurs. Donc il faut toujours évidemment aligner, comme vous le voyez un petit peu sur ce petit schéma ici, aligner les outils de médiation qui sont développés avec la stratégie du musée, ses concepts, surtout élaborer et définir les concepts à l'origine du développement d'un outil, le traduire en vision et en objectif pour ce projet particulier, qui sera ensuite développé et évalué in fine. Donc, en partant de ces différents principes, on a pu aborder le nouvel outil dont je parle ici, le jeu vidéo de réalité virtuelle Temps de jeu. Donc cet outil, il est en cours de développement. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des esquisses qui ne reflètent pas du tout l'état final. C'est juste pour avoir une petite visualisation, se mettre une idée visuelle en tête de ce que va proposer un petit peu le jeu. Mais en tout cas, on est sur le cas d'un jeu vidéo réalité virtuelle avec 3 périodes qui seront proposées aux visiteurs, à l'utilisateur, aux joueurs en fait. 3 périodes qui sont des périodes clés pour le plateau suisse, qui correspondent aussi à des périodes pour lesquelles on a retrouvé différents types de vestiges appuis. Donc c'est le néolithique, la période romaine et la période burgonde. C'est un jeu vidéo qui mise sur l'histoire vivante, comme c'est souvent le cas aussi à l'Archéolab, donc avec l'idée qu'on puisse maximiser la compréhension et l'accessibilité des publics à travers une expérimentation concrète d'éléments historiques. Donc l'idée d'une immersion, d'expérimentation, mais aussi de jouer sur les émotions des visiteurs pour pouvoir aussi maximiser cette implication. Et puis, on va développer à travers ce jeu, on va questionner des thématiques sociales, des thématiques transversales, intemporelles, qui font appel à l'individu, aux interactions entre individus, et qui permettent aussi d'augmenter une implication émotionnelle de nos visiteurs, de nos joueurs. C'est un projet qui est soutenu par les Fonds nationaux suisses pour la recherche Agora, et qui est donc un projet de communication scientifique en partenariat avec l'UNIL. Donc là, on voit qu'on a vraiment mis l'accent évidemment sur le contenu, je vais y revenir juste après. Et puis, c'est un projet qui s'adresse donc aux jeunes publics, mais aussi à des publics qui sont peut-être moins habitués de rentrer dans les musées, puisque ce sont des publics qui s'intéressent peut-être plus au numérique, aux jeux vidéo. Donc là, c'est aussi une porte d'entrée pour attirer d'autres publics et pour intégrer d'autres publics à nos ateliers de médiation. Et puis, c'est une approche donc ludique, interactive, avec ce lien passé-présent grâce aux thématiques transversales qui sont proposées. Donc là, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de favoriser l'implication des visiteurs. Donc on voit qu'on reprend un petit peu l'ensemble de ces éléments que j'ai listés avant dans ce nouveau projet, et le numérique est utilisé ici comme une base pour la mise en œuvre des objectifs de médiation. J'aimerais revenir maintenant sur la structure de ce projet. Donc, ça reprend pas mal de choses qui ont été évoquées par Stéphanie notamment tout à l'heure, mais aussi ce qu'on a évoqué au long de cette matinée et peut-être hier. L'idée, c'est que pour nous, fort aussi de l'expérience RAMU, on a pu se rendre compte de l'importance de vraiment prévoir un maximum de choses dès l'origine du projet. Alors, je ne vais pas réinventer les méthodologies de gestion de projet, mais simplement comme bonne pratique. J'aimerais lister quelques éléments qui ressortent à ce stade du projet, sachant que nous sommes au stade de l'élaboration des contenus, donc on est encore assez loin du développement de l'outil en soi. Mais simplement pour dire qu'on a ces 3 phases de projet, en gros avant-projet, projet et mise en production, et que dès l'avant-projet, ce qui est important, c'est de définir les intentions, le cadrage, avec une définition des objectifs et des ressources, mais aussi avec une hiérarchisation des contenus, des objectifs qu'on souhaite transmettre à travers ce projet. Et puis d'identifier évidemment aussi les limites du projet, les éléments qui ne seront pas abordés, et pour tout de suite mettre hors limite ce qu'on ne veut pas aborder. Ensuite, la question de l'organisation. Quand on arrive sur l'étape d'organisation de la conception du projet, il faut définir ça aussi dès le départ, définir une équipe, une structuration d'équipe équilibrée, et là j'insiste. Nous avons pour ce projet, comme je pense que c'est le cas pour la plupart des projets numériques dans les musées, au sein des musées, on a un pôle scientifique. Et... Alors mon micro est allumé.
me disais, mais que se passe-t-il? Voilà, bon. Du coup, je reprends. Voilà, donc pôle scientifique, pôle numérique, donc pôle de développement. On a une équipe de développement, on a un mandataire qui est là aussi pour développer ce jeu, qui a été intégré dès le départ dans la définition des intentions de projet avec le pôle scientifique. Et on a aussi le Game Lab de l'EPFL, en la personne de Selim Krishan, qui nous permet de faire le lien entre ces deux pôles, et ce qui est très important. Et puis de faire une boucle d'itération, d'avoir une flexibilité qui nous permet d'assurer une communication entre ces deux pôles du début à la fin du projet. C'est aussi quelque chose de fondamental pour nous. Et puis ensuite, quand on arrive à la phase de production, de réalisation du projet, l'idée c'est de prévoir dès le départ un cadre de présentation, d'avoir une programmation, un protocole de médiation, ce qui nous permet aussi d'assurer une vie à long terme du projet. Donc pour résumer tout ça, ce qui est très important pour nous, c'est de penser ce projet comme un projet d'exposition. Ce n'est pas un outil qui vient se surajouter, c'est vraiment un projet qui, en termes de budget, en termes d'organisation, en termes de pilotage de projet, est pensé comme une exposition. Donc voilà, j'ai fait simplement j'ai résumé quelques points, forces, opportunités, faiblesses, risques. Je ne vais pas détailler, mais simplement sur la question des faiblesses, peut-être revenir un peu là-dessus. Effectivement, on a donc une offre assez importante en termes de projets numériques aujourd'hui, d'où l'importance pour nous de cibler, de définir les objectifs, de faire une analyse aussi dès le départ du paysage concurrentiel. Et puis la question de l'investissement financier qui sera relativement élevé, qui doit être défini dès le départ avec une internalisation des coûts externes notamment. Les risques qui relèvent notamment du fait de potentiellement sacrifier le contenu pour favoriser le produit. Donc pour nous, c'est important de revenir tout de suite au contenu et d'assurer un retour au contenu tout au long du projet, ce qui nous permettra aussi de dépasser cette obsolescence programmée, puisque ce qu'on met en avant, c'est avant tout un contenu. Et puis le risque de déséquilibre coût-bénéfice, qui là aussi peut être prévu dès le départ si les budgets sont bien ficelés. Voilà, là je liste un petit peu ces bonnes pratiques, je vous laisserai peut-être y revenir si c'est nécessaire. Je ne vais pas les détailler, mais c'est vraiment ce que je voulais faire passer comme idée clé à ce stade, qui doit nous permettre vraiment de dépasser aussi une certaine superficialité de l'outil numérique pour pouvoir l'inscrire dans la durée et dans une qualité au même titre que les expositions et que tout autre grand projet des musées. Je vous remercie. Merci.